À la une ce soir, le syndicat UTG Santé s'explique. Il a tenu une conférence de presse ce matin pour évoquer le départ souhaité par d'autres syndicats de l'actuel directeur de l'hôpital. La visite de la ministre de la Santé est également très attendue. Des bacs pleins à ras-bord, c'est ce qu'a annoncé la CACL. L'unique déchetterie agréée pour matériaux métalliques en Guyane n'est plus en mesure de recevoir de nouveaux déchets. Elle ne parvient pas à revendre ses morceaux de ferraille. Et puis, les nageurs porteurs de handicap de Guyane étaient invités ce matin pour tester en avant-première la piscine olympique de Cayenne. Rencontre à suivre avec le champion handisport dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour la tranche info. Tout d'abord, ce verdict. Les 3 individus accusés du meurtre de Xavier Gimel en 2013 ont été condamnés à 30 mois de prison, dont 18 fermes pour homicide involontaire. On rappelle que ces 3 personnes s'entraînaient au tir avec une arme de chasse dans le quartier de Bourda à Cayenne quand ils ont blessé mortellement le jeune Xavier qui se trouvait à quelques mètres devant son domicile. Alors que la ministre de la Santé s'apprête à effectuer un voyage en Guyane ce week-end, le syndicat UTG Santé a tenu une conférence de presse ce matin pour répondre à la population sur la question d'une union intersyndicale contre l'actuel directeur Dominique Delpech. Autre point abordé, l'arrivée bien sûr de la ministre qu'elles espèrent rencontrer mi-à-Pierre. Petite mise au point du syndicat UTG CGT Santé. Si beaucoup se posent des questions sur les raisons de l'absence du syndicat dans l'intersyndical au sein du centre hospitalier André Rosemont, exigeant le départ du directeur Dominique Delpech, l'UTG se donne aujourd'hui un droit de réponse face à toutes ces interrogations. À aucun moment, l'UTG n'a été associé à une discussion pour pouvoir établir des orientations et des plans d'action. Une intersyndicale, elle a son lieu d'exister, elle a son lieu de force, mais on doit la construire. Aujourd'hui, M. Delpech, il n'est pas mieux que les autres. Il mérite effectivement que l'on puisse le rappeler à l'ordre, construisant cette force pour aller ensemble en face de lui et ne soyons pas dispersés lors des instances où quand l'UTG se positionne contre, en face, les autres votent pour. L'UTG rappelle que seul le président du syndicat des médecins s'est rapproché d'eux et cela après plusieurs relances. Quand vous me posez la question, est-ce que nous sommes ouverts? Je le confirme, l'UTG est ouvert à la mise en place d'une intersyndicale. Pas à n'importe quel prix. Et pas dans n'importe quelle condition, que ce soit un outil construit pour la défense générale des travailleurs hospitaliers et dans l'intérêt général pour l'amélioration de la prise en charge de la santé en Guyane. Autre point abordé lors de cette conférence, l'arrivée de la ministre Marisol Touraine. Le syndicat a demandé à être reçu par la ministre. Une demande restée sans réponse. Nous sommes étonnés de voir que les camarades de Saint-Laurent ont eu un message de leur directeur en demandant d'être présents parce que la ministre a demandé de rencontrer les syndicats de Saint-Laurent. Nous n'avons pas compris pourquoi jusqu'à ce jour-là que nous avons une relation directe avec le cabinet de la ministre pour obtenir un rendez-vous. Nous gardons espoir. La ministre, je crois qu'elle sera dans nos murs samedi, nous gardons espoir qu'elle va bien nous proposer quelque chose. Dans le cas où elle ne propose rien du tout, nous sommes suffisamment responsables pour savoir quoi faire. Pour l'UTG Santé, la nécessité est de créer une force au sein du char, pas sur des situations fonctionnelles et personnelles, mais il faut avant tout défendre l'intérêt général. Et justement, Marisol Touraine est arrivée hier soir en Guadeloupe pour une visite éclair de 24 heures, un déplacement marquant une première étape de plusieurs jours aux Antilles et dès demain soir chez nous, un déplacement pour tenter de réaffirmer l'engagement de l'État dans la lutte contre le virus du Zika. Première étape aujourd'hui aux SDIS de Dotemar aux Abîmes. Linda Kayarsi. Plus d'1 heure d'échange et au final, 2 mots d'ordre, vigilance et prévention. Nous sommes toujours pour la Guadeloupe en phase pré-épidémique, mais nous devons être extrêmement vigilants. Et ma présence ici, elle est à la fois pour alerter sans alarmer, pour soutenir les actions qui ont été engagées, pour faire en sorte que nous puissions renforcer la lutte antivectorielle notamment. Et dans la lutte contre le Zika, les femmes enceintes restent la priorité du gouvernement. Ces femmes enceintes bénéficieront d'un suivi renforcé avec une échographie chaque mois
pour suivre l'évolution de la grossesse, et ces échographies sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale, et la femme concernée n'aura même pas besoin d'avancer le prix de l'échographie, elle sera prise en charge en tiers payant. Une vigilance accrue donc, avec près de 400 cas identifiés en Guadeloupe. Des renforts sont déjà arrivés ici en matériel sanitaire. Des renforts de pompiers vont arriver en Guadeloupe pour soutenir les travaux du SDIS. Des coordonnateurs des actions engagées sur le terrain sont également prévus d'ici peu de temps. La dengue, le chikungunya et aujourd'hui le Zika. La guerre est de nouveau déclarée contre le moustique, vecteur de ces maladies. En bref, maintenant, le député maire de Matoury, victime d'un malaise aux environs de 9 h ce matin. Gabriel Serville a été retrouvé inconscient dans son bureau de l'hôtel de ville, dans un contexte, vous le savez, de conflit avec une partie des agents de la municipalité depuis 15 jours. Il a été conduit au centre hospitalier de Cayenne. En tout cas, son cabinet rassure, il se porte bien. Je vous le disais en titre, l'unique déchetterie habilitée à recycler les métaux de Guyane sature. Tous ces containers de stockage étaient pleins à ras-bord. Depuis déjà 2 ans, la structure ne parvient pas à exporter ces matériaux. En cause, un marché national en chute libre. Reportage. Plus de ferraille à la déchetterie. Depuis une semaine, Guyanette, l'entreprise à qui le marché d'évacuation de ces encombrants a été attribué, n'est plus en mesure de dégager le site de la CACL. En cause, la surface de stockage de la casse est saturée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accueillir la ferraille, comme vous voyez, pour des raisons évidentes de sécurité, puisqu'aujourd'hui, notre prestataire de collecte, qui est censé emmener ces ferrailles vers l'exutoire, ne peut plus le faire. Ce site aujourd'hui est saturé. Pour la CACL, la problématique relève de Guyanette, qui pour l'instant ne peut plus facturer la communauté de communes tant que la déchetterie ne sera pas évacuée. Concernant le prestataire, aujourd'hui, sa facture est divisée en deux. En fait, il y a l'exploitation générale, l'évacuation générale, et après, il est payé au tonnage. Donc, dès que les bennes seront évacuées, il sera payé pour ces bennes qui ne sont pour l'instant pas évacuées. Du côté de l'exutoire, plus aucune ferraille ne quitte le territoire depuis l'effondrement du cours des matières premières en 2014. On est coincé par les cours, mais normalement, nous ne sommes pas une installation de stockage. Nous sommes une installation de transit pour pouvoir diriger les déchets vers des solutions de recyclage. Donc il n'y avait pas de surface de stockage prévue, il n'y a pas de faute au niveau de Guyanette, au niveau des prévisions qu'ils auraient pu faire, puisqu'il n'a jamais été prévu que ces déchets soient stockés. Ils sont simplement stockés, je vous le répète, parce que les cours sont descendus à un niveau tel que pour l'instant on nous propose 35 € la tonne, rendu métropole, avec 120 € de fret et des coûts de fonctionnement qui sont aux alentours des 80 €. Donc 35 € de recettes pour 200 € de dépenses. Vous avez vite fait le calcul. Il y a une perte que pour l'instant on n'a pas trouvé le moyen de compenser. Pour pallier cette situation qui représente un risque sanitaire en période épidémique, la mairie de Montjoly a annoncé hier tripler la surface d'exploitation de l'exutoire à titre exceptionnel. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons la matinée plongeon de nageurs amateurs et surtout porteurs de handicap dans le bassin de la nouvelle piscine olympique de Cayenne. Et puis nous parlerons théâtre 2.0 avec une pièce qui va se jouer demain soir au Zéphyr. Humains et humanoïdes danseront ensemble. On en parle dans quelques instants avec notre invité sur ce plateau. Avant cela, la Martinique se prépare pour la 53e édition du Salon de l'Agriculture qui se tiendra à Paris dès ce week-end. Des dizaines de produits du terroir seront présentés dans la capitale, des cultures précieusement choisies pour valoriser le savoir-faire du département. Reste à savoir maintenant comment les faire traverser l'Atlantique. Loïc Régis et Lauriane Saint-Louis. Alors, il y a du roucou, on est pas un crème. Alors, je t'ai mis aussi du piment fort, d'accord? Magnifique. Voilà. Banane, piment, canne à sucre, dans ces cartons se trouve la meilleure qualité martiniquaise. Des produits fraîchement récoltés chez différents agriculteurs. Une mission périlleuse car certains fruits ne sont pas de saison. La mangue ou encore l'abricot pays seront quand même exposés à Paris. C'est pas évident, disons, étant donné qu'il y a un peu de sécheresse, il y a des produits qu'on ne trouve pas du tout. Alors, j'ai dû
faire avec d'autres moyens, aller des fois sur le marché, parce que j'avais pas assez de délai pour trouver des produits assez rares comme le tamarin des Andes. Il y avait plein de choses, mais le délai était vraiment court pour moi et voilà, c'était pas évident. Une production soigneusement sélectionnée mais aussi soigneusement emballée. Rien n'est laissé au hasard pour que les fruits et légumes arrivent dans un état parfait. Le défi est de les faire durer jusqu'à la fin du salon. On fait un conditionnement post-récolte. Comme ce sont des denrées périssables, il faut les aider à durer dans le temps. Donc, d'où l'intérêt de les empaqueter avec du papier journal. Ça permettra aussi que les produits ne perdent pas, n'aient pas une dépréciation visuelle. Ils vont garder leur couleur et leur aspect. Ils ne vont pas s'oxyder à l'air, de manière à ce que les participants et les exposants sur le salon proposent des produits achalandés qui paraissent plus frais. Bien emballés, les colis sont prêts pour le chargement. La marchandise sera expédiée par fret au dernier moment. Jeudi, près de 800 kg de produits seront acheminés vers Paris. Ils vont être livrés à Porte de Versailles et vendredi, mes collègues qui prennent le relais en métropole vont faire toute la mise en place au niveau du stand de la Martinique pour que tout soit prêt, opérationnel, fin prêt, samedi matin à l'ouverture du salon. Des récoltes avant tout destinées à l'exposition. Les plus chanceux des visiteurs auront néanmoins la possibilité de les déguster durant les dernières heures du Salon de l'Agriculture. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, les nageurs porteurs de handicap de Guyane étaient invités ce matin pour tester en avant-première le nouveau bassin flambant neuf du centre aquatique de Cayenne. Plusieurs activités leur ont été proposées, notamment une rencontre avec le triple champion handisport de natation dont nous vous parlions il y a environ 2 semaines, David Smetanine. Jonathan Lariot. 1, 2, 3 et tous dans la piscine. Ils sont plus d'une centaine et tous sont là pour s'essayer à la natation. Quelques coups de brasse dans l'eau pour les plus aguerris et pour d'autres, on y va plus doucement avec un instructeur. Une journée d'initiation à la natation pour ces jeunes en situation de handicap, mais aussi l'occasion de connaître David Smetanine, triple champion du monde de natation handisport. Grâce au sport notamment, on met en avant non seulement les performances des sportifs, mais aussi la capacité d'une personne qui est handicap à se dépasser et à aller dans la vie de tous les jours, affronter le quotidien comme tout le monde. Avec une chance qui, à un moment donné, vient en notre faveur. La difficulté qu'on a surmontée joue en notre faveur. La difficulté de surmonter le handicap, la non-accessibilité des équipements sportifs, la non-accessibilité des équipements en relations publiques, la non-accessibilité des écoles, toutes les difficultés qu'on a à un moment donné, qui sont balayées parce qu'on doit passer au-dessus de ça pour avancer dans la vie, et qui fait que le handicap devient une vraie force. Mais ces jeunes n'en sont pas encore là, c'est vrai, et il est important de leur donner des bons conseils, de les encourager, de les soutenir, de les faire aussi un peu rêver. Et le sport de niveau est là pour ça. C'est la belle vitrine du handicap qui donne aussi un petit peu cette étincelle, cette folie, quoi, et qui permet aux jeunes de se dire, moi aussi, notamment grâce aux médias, et je les remercie sincèrement, qui leur permet aussi de croire à leur possibilité d'être un jour, pourquoi pas champion olympique, apprendre aux enfants à nager, quel que soit le handicap, ne pas les frustrer, ne pas les empêcher de nager parce qu'il y a un handicap. Pas possible. Le seul frein, c'est la non-accessibilité de la piscine. Bac-Duel aujourd'hui va être inauguré, enfin dans quelques jours, samedi. On a un équipement qui est de grande qualité, accessible, et on n'a plus d'excuses. Une matinée dans l'eau, mais surtout un moment de rêve pour ces jeunes. Aujourd'hui, ils posent à côté de David pour une photo. Mais qui sait, peut-être sont-ils l'avenir de la natation handisport en Guyane. On ouvre une page théâtre maintenant avec notre invité ce soir, Stéphanie Vert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Merci là à vous. Pour nous parler du travail de Blancalie, danseuse, chorégraphe, metteur en scène de renom mondial et incontournable. Elle est actuellement occupée. Elle travaille sur un nouveau projet. En tout cas, vous, son manager, vous êtes là pour parler avec nous de sa pièce qui mêle des scènes avec 6 robots, humanoïdes et des danseurs, bien sûr, en chair et en os, et qui sera présentée demain soir dans la salle du Zéphyr. Expliquez-nous tout d'abord ce concept. Alors, Blancalie a rencontré, c'est une rencontre entre 2 artistes, donc Blancalie, que vous avez décrit à l'instant, et Maiwa Denki, qui est un artiste japonais, donc à Tokyo. Maiwa Denki, pour bien comprendre l'histoire, a hérité d'une usine électrique de la part de son père. Et vu que c'est un artiste, il a détourné plutôt cette usine pour fabriquer des machines. Et certaines de ces machines, donc on a passé commande, seront sur le plateau donc demain au Zéphyr. Et ça constitue un concert live qui accompagne justement 8 robots. Il n'y en a pas 6, il y en a 8. Ah, il y en a 8. Et également les danseurs. Alors justement, d'où est venue cette idée de créer l'idée est simple. L'idée est simple. Ce qui a été, alors l'idée de départ, évidemment, c'est toute cette technologie qui nous envahit, on va dire, au quotidien.
quotidien, à la fois au travail, mais également chez nous, hein, dans les cuisines, enfin, il y a tout un type de machines qui nous prend notre quotidien. Mais la difficulté de ce projet avait été vraiment de constituer une histoire pour le petit Nao, en fait, pour le petit Aldébaran. Le petit robot qui sera exactement, sur scène. ouais, exactement. Voilà. Alors, justement, avec quel genre musical on a réussi à faire danser ce petit Nao? Alors, on a réussi à le faire danser suite à de longues heures, voire des mois de programmation. On a quand même 2 programmeurs robots en permanence sur les tournées. Ça a été à la fois compliqué, mais compliqué dans la mesure où chaque mouvement nécessite plusieurs mois de programmation en fait pour pas qu'il tombe. Faut vraiment trouver l'équilibre en fait, le juste équilibre par rapport à une machine, parce que c'est malheureusement pas un humain. Donc et justement, il a fallu peut-être créer le lien avec cet humain qui danse à ses côtés dans la scène. C'est assez rigolo d'après ce qu'on nous a raconté. Oui, il y a beaucoup de. On rit pendant le spectacle. Hein. On rit parce qu'évidemment, il faut quand même tourner en dérision. Même si ça peut être un thème parfois un petit peu grave, en même temps il ne l'est pas du tout, donc il faut tourner en dérision, c'est du comique de situation aussi, donc ça c'est agréable. Ouais. Vous en parliez déjà un peu tout à l'heure, on évoque un clin d'œil dans ce spectacle entre l'homme qui devient une sorte de machine dans l'ère du numérique, et puis peut-être justement la machine qui devient humanoïde. Oui. Ça c'est au regard du spectateur, hein. Chacun fait son interprétation de la production, mais effectivement il y a aussi ce côté, est-ce qu'on va devenir nous aussi des machines, ou est-ce qu'on va avoir un comportement, on va dire, un peu plus mécanique ou automatique par rapport à certaines situations. Donc effectivement, elle en parle, oui. Ouais. On s'en doute, avec des robots, on va certainement attirer beaucoup d'enfants. Finalement, c'est qui le public? Tout le monde peut venir. On a fait énormément de représentations avec du très jeune public, à partir de 3 ans jusqu'à 11-12, mais évidemment, on peut être adolescent, adulte, senior. Donc c'est pour toute la famille, voilà exactement. Alors on va revenir un peu rapidement sur le parcours de Biancali. Ça fait, en fait, après 20 ans, elle est devenue incontournable dans le monde de la danse. On lui doit par exemple des chorégraphies pour un clip de Daft Punk qui est très connu, qui s'appelle Around the World. On connaît aussi des travaux qu'elle a réalisés avec Lerita Mitsuko ou encore avec Beyoncé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Alors là, on est sur une nouvelle production, DS et Demon, avec cette fois avec une Lamborghini de la danse classique, puisque c'est la première ballerine du ballet de Bolchoï à Moscou. Donc on a fait une création au Théâtre des Champs-Élysées au mois de décembre. Rien à voir avec les robots cette fois? Non, elle change totalement d'univers quasiment à chaque production. On a fait du hip-hop, on a fait aussi des films de hip-hop et l'électro-danse. Ensuite, il y a eu les robots et maintenant, on passe à autre chose. Mais c'est très technologique, il y a toujours beaucoup de vidéos, énormément de lumière et beaucoup d'effets spéciaux. Ouais. Des travaux en tout cas qu'on va suivre de près. Merci Stéphanie Vert d'avoir répondu à nos questions et bien sûr, on vous verra demain soir au Zéphyr. Merci. Merci. On poursuit toujours en théâtre avec La Lampe Bleue. La pièce a été présentée hier soir à l'Ancre. Alors, sa particularité, elle a été jouée par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une performance qui doit son mérite à l'union de 2 volontés, celle d'Anne-Marie Hergis, enseignante-chercheur en neuropsychologie, et celle du metteur en scène Shuli Cohen, diplômé de l'Université de Tel Aviv. Un reportage de Stéphane Govindin. De son père, le projet germe après 3 années de préparation à Paris, un moyen de stimuler ces comédiens un peu particuliers. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénératrice qui engendre un déclin progressif des facultés cognitives de la mémoire. La pratique du théâtre peut stimuler les neurones et Shuli Cohen, le metteur en scène, a sa méthode. La méthode, c'est d'abord regrouper un groupe de personnes et comme ça on peut s'appuyer un sur l'autre, on peut se permettre de parler en liberté et après il y a la dignité qui vient aux personnes, on leur donne l'honneur qu'ils ont, le respect qui leur convient, qu'ils ont besoin. Et après, ils commencent à raconter leur histoire. Parce que, vous savez, la mémoire, lointaine, est plus facile pour eux. La mémoire d'aujourd'hui, demain, c'est effacé. Mais la mémoire lointaine, les histoires d'enfance, ils peuvent se souvenir et raconter ça. Alors comme ça, on travaille avec eux, on prend leur histoire, on les met sur scène.
Guyane, c'est un pays qui a une force incroyable, pas seulement par les personnes qui sont là, oui c'est vrai, mais aussi par la nature qui est tout autour. Ça c'est une grande force des animaux, des arbres, de l'eau. C'est pour ça qu'on a mis Mascalili, Mamandilo, on a mis tous les esprits de la forêt sur scène. Une pièce à laquelle a participé Elfriede Hills, qui a côtoyé ces comédiens à qui la mémoire joue de vilains tours. Alors au début j'étais très intimidée et par la suite j'ai trouvé que c'était juste formidable en fait parce qu'on vit avec eux au quotidien, on voit qu'ils arrivent à lutter en fait contre cette maladie, qu'ils arrivent à apprendre leur texte et à le réciter comme ça devant nous, donc c'était génial en fait, voilà. Si on pouvait mettre plus d'activités de ce type dans les hôpitaux, enfin là où ils sont logés, ce serait une bonne initiative effectivement. En Guyane, il y a plus de 750 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'objectif d'un tel projet est de ne pas isoler les personnes touchées par cette maladie. C'est la fin de votre page d'actualité locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.